Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro qui est un peu perplexe avec ce qui vient de se passer. Donc on est désolé pour les séances, ça devrait aller pour l'instant. Donc aujourd'hui, je reçois la délicieuse Magali Lagumalté. Mon Dieu, merci. Magali. Allô. Allô. Tu nous parles aujourd'hui d'Asie mineure au lieu de Grèce. Oui, on mais toujours dans le monde grec. Toujours dans le monde oui, grec. toujours. Et du rôle de certaines femmes en politique dans le monde antique. Exactement. On a hâte d'entendre ça. Ensuite, David Beauchamp. Bonjour David. Salut, ça va bien? Contente de te revoir à l'émission. Tu Merci. nous parles aujourd'hui du Führer canadien Adrien Arcan. C'est exact, oui. On a bien hâte. On a bien hâte. On a bien hâte. toujours le fun d'entendre parler de fascisme. fascisme. Et pour terminer l'émission, une chroniqueuse invitée, Camille Gauvin. Bonjour. Allô, Camille. Salut. Une ancienne collègue du baccalauréat en histoire qui a poursuivi ses études en études allemandes et future archiviste. Mais aujourd'hui, tu nous parles de révolte péruvienne. Eh oui, pour faire changement. Ben oui, c'est varié, des Polyvalente, intérêts ça. variés, Voilà. c'est important. Donc, à la régie, nous avons Valérie Beaulieu-Paquette accompagnée de Sabrina, excuse-moi, je suis débaptisée. Allô. Gaudreau-Drouin. Bonjour Valérie. Allô. Qu'est-ce que tu as pour nous? Aujourd'hui, je décolle rarement de l'histoire de la Chine, hein, comme vous le savez. On aime ça. J'en suis absolument pas désolée. Toi, c'est pas varié. Non, c'est ça. C'est mon sujet de prédilection. Donc, j'avais envie de vous partager tout bonnement quelques inventions surprenantes du temps de la dynastie des Tang. Cette dynastie qui a régné de l'an 618 à l'an 907. Pour vous situer un petit peu, au même moment en Europe, on est en plein Moyen-Âge, à l'époque de l'expansion du christianisme et de la succession des dynasties mérovingiennes et carolingiennes. Donc, des beaux cheveux longs, blonds, aux cheveux courts, bruns. Bon. Ça résume tout le Moyen-Âge. Alors, eh bien, en Chine, on connaît alors un véritable âge d'or dans le domaine des arts, de la culture, des sciences et de l'économie. Ces domaines vont être caractérisés, entre autres, par les influences extérieures. La Chine est très ouverte aux autres cultures, entre autres arabes, perses et bouddhistes. Pas celle du Moyen-Âge européen. Étonnant. Non, étonnant. Ils sont trop loin, c'est des barbares. C'est ça. Pas grand-chose qui se passe. Non, en effet. Donc, la cour impériale chinoise investit fortement dans les arts de la scène, des troupes de danse, de théâtre, mais aussi dans les orchestres. À la fin de la période, on va compter à peu près 10 différentes catégories musicales officielles pour vous donner une idée là, de l'ampleur de la floraison artistique. De grandes œuvres de poésie, de littérature, de peinture et de poterie voient le jour, alors que hommes et femmes s'adonnent au perfectionnement de leurs arts. Habituellement, quand on se représente les inventions chinoises comme la poudre à canon, l'encre de Chine ou la boussole, c'est bel et bien à l'époque des Tang qu'on fait référence. Les sciences prennent aussi leur envol alors qu'on expérimente dans le domaine de la chimie, ou plutôt de l'alchimie, pour être historiquement correct. On développe alors, ça c'est intéressant, des vernis ou des crèmes imperméables et qui résistent à la poussière pour protéger les vêtements des incroyable. nobles. Donc on enduit ça. Ils sont propres. C'est le Gore-Tex avant l'époque. Très utile aujourd'hui. Oui. On crée aussi un genre de ciment inflammable pour protéger le verre et la porcelaine des catastrophes. C'est un peu pour ça qu'on en a encore aussi aujourd'hui autant d'artefacts. Et puis aussi surprenant, à mon avis, c'est en 747, l'empereur Xuanzong qui se fait construire un pavillon frais, ni plus ni moins, à même le palais impérial pour se rafraîchir par temps humide. Ben voyons donc. Monsieur se fait poser l'air climatisé. Donc, c'est un système qui est constitué de comme 7 grosses fans de 3 mètres de diamètre et d'une suite de fontaines d'eau, le tout fonctionnant grâce à des pompes hydrauliques. Bref, le gros luxe à l'époque des Tang, alors qu'on peinait à organiser le territoire européen suivant la chute de l'Empire romain. Incroyable. Mais il y avait Notre-Dame de Paris. Et voilà. Oui, c'est vrai. Excusez. Mais il y avait ça, pas c'est un l'air sujet climatisé. sensible. Jamais. Je voulais pas aller de ce côté-là. La plaie est très, très vive. Mais en fait, Notre-Dame de Paris, c'est un petit peu plus tard. Si tu finis. Je pense que oui. Ouais, Ouais, c'est un ça, petit peu c'est plus tard. C'est 12e? 12e, ouais. Ouais. Donc, oui, sur ce, on parlera peut-être de Notre-Dame de Paris dans les prochaines semaines. Peut-être. Si ça devient moins sensible dans ton cœur, Valérie. Et pour l'instant, on va poursuivre tout de suite avec Magali sur les femmes magistrates et liturges. Oui, en effet. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie de beaucoup étudier la Grèce antique, mais comme la majorité des gens, probablement que non. Mais Autant que toi, en tout cas. voilà. Mais ça reste en fait un fait assez bien connu que les femmes dans le monde grec étaient, bon, du moins en théorie, exclues de la vie politique.
Ils étaient considérés comme étant d'éternels mineurs et étaient donc soumis au contrôle des hommes de leur famille et de la cité. C'est donc vraiment avec une espèce d'esprit très intriguant qu'il y a de nombreuses inscriptions qui ont été découvertes, principalement en Asie mineure, dans lesquelles on va retrouver des femmes qui ont possédé des titres de magistrat ou de liturge dès le 2e siècle avant notre ère et jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc là, je vous entends, chers auditeurs et auditrices, vous exclamer « Mais qu'est-ce que cela? » Alors, je vais vous éclairer pour simplement vous dire que les magistrats, c'était des gens généralement élus qui veillaient à l'application des lois et qui s'occupaient des affaires courantes là, de la cité. Les coûts reliés à l'exercice de leurs fonctions étaient habituellement payés par la cité et les liturges, quant à eux, ça va plutôt être des gens qui vont mettre leur fortune personnelle au service de la communauté en finançant un service public. Donc, pour vous donner peut-être un exemple plus concret de chaque, je peux citer comme magistrature l'archontat. Donc, les archontes étaient originellement là, dans l'Athènes classique de la démocratie, des hauts dirigeants politiques qui s'occupaient de l'administration civile, de certains cas de justice, là, par exemple des affaires de meurtre ou ce genre de trucs un peu sensationnels. Et comme liturgie, par exemple, je peux vous citer la gymnasiarchie, qui consistait à financer l'entretien des gymnases et des bains publics et à fournir de l'huile pour les athlètes, parce qu'on aimait bien ça, s'enduire d'huile. Oui, c'est assez sensuel. De l'huile d'olive? Oui, de l'huile d'olive. C'est comme des sponsors. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'ils vont un peu à tour de rôle parmi l'élite se partager cette tâche. Donc, justement, vous vous doutez bien que pour accomplir quelque chose comme ça, ça prenait du monde fortuné. Et donc, en effet, les femmes qui sont dans nos inscriptions sont d'origine très noble, très notable, puisqu'elles devaient disposer là, de larges sommes afin d'accomplir une liturgie et que dès l'époque hellénistique, en fait, les magistratures ont progressivement été concentrées dans les mains de l'élite civile. Donc, c'était vraiment rendu un très petit groupe de gens qui s'échangeaient un peu par tradition familiale certains postes, puis ça devenait important de les accomplir. Donc, malgré ça, il en demeure pas moins que les femmes qui sont évoquées dans les inscriptions ont occupé des postes qui étaient autrefois et dans des conditions normales l'apanage de la gente masculine. Et il semblerait donc qu'entre la théorie et la pratique, il y a vraiment eu une contradiction et que les femmes aient eu accès à des fonctions que si elles n'étaient pas d'une dimension politique réelle, ou en tout cas politique très réduite, elle portait en elle une charge de pouvoir inhabituellement, habituellement exclue au sexe féminin. Donc, c'est pas décisionnel, mais quand même, l'argent, c'est le pouvoir. C'est exactement. En fait, c'est ça. On va en venir un peu plus tard à quel genre de poste elles occupaient. Puis, en effet, c'était pas des postes qui avaient vraiment un pouvoir de décision attaché, mais oui, avec leur fortune, elles pouvaient faire leur place dans la place publique. Donc, pour cette chronique, je vais vraiment souligner que j'étais particulièrement redevable à l'ouvrage de Riet van Bremen. Je suis désolée, mon flamand n'est pas très bon. Alors, cet ouvrage s'appelle The Limits of Participation, Women in Civic Life in the Greek East in the Hellenistic and Roman Periods. Et j'ai utilisé, en fait, ces données pour brosser un portrait de la situation des femmes magistrates. Elle, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a recensé 241 femmes qui ont exercé 283 postes de magistrature ou de liturgie. Et je vous passe un peu les détails statistiques parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai monté une base de données pour essayer de faire une sorte de description de cette population, en fait, de cette sous-population-là. Et j'ai relevé que les principales magistratures détenues par les femmes étaient la Stéphanéphorie. C'est une magistrature qui engageait quelqu'un à porter la couronne destinée à une divinité lors de festivités religieuses. Donc, c'était comme le porteur de couronne, en fait, ou la porteuse de couronne dans ce cas-ci. La Prytanée, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. L'archontat, donc j'en ai déjà parlé, mais il s'était transformé un peu. Donc, le rôle de l'archontat était plutôt cérémoniale à l'époque, plutôt romaine, et va conférer parfois ce qu'on appelle l'éponymie. L'éponymie, c'est le fait de nommer une année par notre nom personnel. Donc, tous les documents de la cité vont être nommés en l'année de Magali Lagumaltais. Donc, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Ces magistratures-là peuvent être qualifiées de liturgiquement chargées, puisque leur dimension financière était vraiment importante. Il est d'ailleurs important de souligner que si les Grecs distinguaient vraiment les magistratures de la liturgie à l'époque romaine, du moins dans les textes, il y a certaines charges politiques qui s'étaient complètement transformées, comme je l'ai dit, pour revêtir juste un caractère financier et s'approcher donc de la liturgie. Fait que, au final, liturgie, magistrature, ça revient peut-être un peu au même à ce moment-ci.
Puis là, on parle pas de liturgie religieuse. Là. Je pense que c'est important de le mentionner là, parce que liturgie, c'est utilisé plus tard comme étant quelque chose de religieux. Ouais, c'est ça. Puis en fait, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les liturgies grecques, en fait, c'est vraiment des postes qui ils vont aussi être souvent reliés à des festivals religieux, à des festivités quelconques ou des cultes quelconques. Donc c'est peut-être là que le glissement s'est effectué entre une liturgie qui est un poste et la liturgie catholique qui est comme les Écritures, si je me trompe pas. Mais en fait, oui, c'est vraiment à distinguer. Il faut bien le spécifier. Sacré, non, c'est ça. En tout cas, c'est pas sacré de manière chrétienne. Hein, oui, mais pas au niveau des prêtres, par exemple. Voilà, des prêtresses non plus. Donc, pour revenir un peu aux magistratures principales, je vous avais parlé de la Prytanée. Et là, je vais vous donner un exemple d'une charge qui s'est transformée au cours du temps. Et donc, la Prytanée, ça correspondait plus à la présidence d'un conseil ou de l'Assemblée des citoyens, donc une charge vraiment qui comporte un grand pouvoir politique et de délibération, même exécutif, mais impliquait plutôt, notamment à Éphèse, plusieurs tâches rituelles et sacrificielles en lien avec les cultes de la cité qui nécessitaient potentiellement là, de vastes dépenses, parce que si c'est nous qui fournit les victimes sacrificielles, hein, c'est par exemple des bœufs, des cochons, des moutons, mais il faut quand même acheter les bêtes et les sacrifier, et ensuite inviter tout le monde à un gros party. Donc, c'est vraiment ça. Alors, de leur côté, les deux liturgies qui étaient le plus exercées par les femmes que Madame Van Bremen a recensées, c'était la gymnasiarchie, dont j'ai glissé quelques mots tout à l'heure, et l'agonothésie. Donc, c'était deux tâches qui étaient souvent attachées à l'exercice d'une prêtrise, et impliquaient souvent, dans le premier cas, comme je l'ai souligné, la provision d'huile lors de festivals religieux ou l'entretien des gymnases, etc. Et dans le second cas, la procuration de fonds pour la tenue de concours sportifs, hein, donc notamment lors des festivités entourant un culte. Donc, c'est souvent un lien assez fort entre religion et les liturgies ou les magistratures. En fait, finalement, les quelques postes que semblent avoir détenus les femmes revêtaient véritablement un caractère financier, religieux et quand même assez cérémoniel. Donc, il est par ailleurs intéressant de constater qu'il y avait certaines fonctions qui étaient jamais occupées par des femmes. Là, j'en nomme quelques-unes. Il n'y avait pas de superviseur, par exemple, de marché. Il n'y avait pas de chef de conseil, de membre du conseil, de membre de l'Assemblée du peuple, d'ambassadeur, etc. Donc, ça nous en dit beaucoup sur les limites qu'on impose aux femmes, en fait. Il y avait quand même une dimension genrée qui restait. Ah oui, tout à fait. Là, c'est ça. Tout ce qui est rôle qui demande le vote, la délibération, la prise de décision, les femmes sont totalement exclues. Ça, c'est hors de question qu'elles participent à ça. Donc, il faut vraiment souligner que les femmes ont jamais été considérées comme les égales des hommes, surtout pas au niveau politique. Donc, il semblerait que les charges accordées aux femmes du monde gréco-romain ne portent pas en elles un pouvoir exécutif réel, un pouvoir politique, mais reposaient surtout sur leur capacité à disposer d'une fortune importante, ce qui est quand même pas pire, et de la mettre au service de la communauté. Donc, finalement, la différence, comme j'ai souligné, entre magistrature et liturgie féminine n'était pas très marquée. Toutes les deux étaient liées à la sphère financière et religieuse, et ça signifie pas, en fait, que les femmes étaient dotées d'un rôle purement honorifique et passif qui nécessitait aucune action concrète de leur part. C'est, même si c'est plutôt cérémonial, eh bien, elles avaient besoin de mettre beaucoup d'énergie, probablement, sur leurs tâches, de mettre de leur temps et de s'impliquer au niveau de l'argent dans la réalisation de ces tâches-là. Et c'était surtout quelque chose qui s'inscrivait dans une tradition familiale de l'élite qui visait surtout à mettre, se mettre au service de la communauté, pour paraphraser un de mes films préférés, à faire le don de soi. Alors, il y a plusieurs magistratures féminines qui étaient également tenues conjointement avec un homme. La plupart du temps, c'était leur époux, mais parfois, c'était aussi un père, un frère ou un fils. Et il y a un nombre de magistratures et de liturgies qui ont fait l'objet d'un partage entre les femmes et les hommes qui n'étaient pas originellement des postes tenus par plus d'une personne. Donc, c'est notamment le cas de l'agonothésie ou de la gymnasiarchie, de la stéphanéphorie, de la Prytanée, toutes des charges que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc, Madame Van Bremen va avancer que cette pratique de séparer les charges serait liée dans une certaine mesure au fait que la prêtrise du culte impérial était l'apanage, à partir
du premier siècle de notre ère d'un couple. Bon, qu'est-ce que c'est ça, la prêtrise du culte impérial? En fait, c'est les empereurs romains qui vont finalement être divinisés, souvent après leur mort, et on va donc leur rendre un culte comme Dieu. Et finalement, rapidement, l'idée est apparue qu'un couple devrait servir le couple impérial divinisé. Donc, l'homme va véritablement se charger de la partie masculine de la maison impériale, tandis que la femme prêtresse va se charger de la partie féminine. Et donc, peut-être que vous me voyez venir. Donc, selon l'historienne, ce serait vraiment cette introduction du culte impérial dans les cités d'Asie mineure qui aurait déclenché le partage des magistratures et des liturgies, un peu à l'imitation de la prêtrise du culte impérial. Donc, c'est pas seulement la seule explication. Déjà, il y avait une mentalité présente dans les cités grecques en Orient qui voyait favorablement la conception selon laquelle le couple marié était une sorte de double personnalité publique. Cette attitude-là, ça provenait entre autres des rois et des reines hellénistiques qui, dans leurs actes de bienfaisance, souvent ils faisaient des dons aux cités, que ce soit en argent ou des financements de certains services ou de certains bâtiments architecturaux. Et donc, ces rois et reines se présentaient comme des couples d'évergettes, de bienfaiteurs, de donateurs, qui menaient des activités complémentaires. Donc, à tout ceci va s'ajouter l'idéologie mise en place par Auguste, le premier empereur romain, qui, en promouvant l'image d'une famille impériale unie et heureuse, et en prônant le mariage, a pu influencer les membres des familles de l'élite locale à imiter le couple impérial en se montrant soudés dans leur ménage, mais également dans leur préoccupation de faire le bien dans leur communauté. C'est vraiment cute. Une power couple charitable. Oui, c'est ça, une sorte de, je sais pas, les Obama, quelque chose comme ça, là. Peut-être version antique, là, peut-être, peut-être que Michelle Obama a peut-être un petit peu trop de pouvoir, mais en tout cas, c'est ça, pour l'Antiquité. Symbolique, en tout cas. C'est ça, exactement. Donc, tous les binômes, là, que j'ai pu recenser, là, dans l'ouvrage de Madame Van Bremen, étaient pas nécessairement des gens qui exerçaient aussi la prêtrise du culte impérial, mais il se peut tout de même que le modèle vraiment projeté par la prêtrise de ce culte-là a eu des répercussions sur des vastes éventails de charges dans plusieurs cités et que finalement ça a fait des petits son chemin, cette idée du couple dans l'espace public. Donc, parce que s'il permettait pour une fonction, ben pourquoi pas pour les autres? Exactement. Puis surtout qu'il faut que je mentionne que ça s'inscrit, comme je l'ai dit, dans un contexte d'oligarchisation des cités grecques. C'est plusieurs familles qui concentrent les charges. Donc là, on est soucieux de mettre des membres de sa famille de l'avant, de dire qu'on est une famille qui participe, c'est ça, qui participe à l'administration de la cité, qui participe aux bienfaits, puis qu'on se fait un nom et un prestige à travers ça. Donc ça devient peut-être plus acceptable certaines fois de mettre de l'avant aussi des femmes là-dedans. Donc finalement, les femmes magistrates et liturges, ils faisaient pas que partager la charge de manière honorifique avec leur époux. Elles participaient véritablement à l'exercice de la charge en complémentarité avec ce dernier, sûrement en se concentrant sur la partie féminine du corps civique, à l'image de la prêtresse du culte impérial, qui se concentre sur la partie féminine de la famille impériale. Donc, que retenir de tout ça? Ben, ces femmes ont réussi à faire leur niche dans la sphère publique d'une manière qui est pas banal et malgré le fait que ce soit vraiment un petit groupe restreint, que la majorité des charges ait été toujours masculine, ben c'est quand même remarquable et on se dit que ça change notre perception. Je pense qu'on peut avoir de c'était quoi la vie d'une femme grecque à cette époque. Mais ce qui est surtout surprenant, en fait, selon moi, c'est que ces femmes-là disposaient d'une large fortune, une chose qui aurait été peut-être impensable à l'époque classique où les femmes pouvaient pas hériter ou étaient toujours dépendantes d'un homme. Chez les femmes romaines, c'était un peu différent et peut-être que la romanisation là, de la Grèce a fait en sorte qu'il y a eu un petit changement. Puis elles avaient des postes, mais en aucun cas, elles n'ont jamais été légales les hommes et en aucun cas, ça a résulté à une sorte de libération pour les femmes ou à plus d'indépendance. Donc, même si elles ont pris en charge un domaine de la sphère publique, elles n'ont jamais eu, une sorte de révolution qui leur a permis de s'émanciper, malheureusement. Ben merci Magali, c'est super intéressant. Par exemple, ça met un autre regard sur la vie des femmes, comme quoi il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier, même pour une période qui
qui semble ne pas avoir évolué, mais oui, il y a beaucoup d'évolutions dans le monde entier qui tu nous en apprends toujours un peu plus. Oui, et puis j'ai juste oublié, je sais pas si... Ah non, j'ai pas eu le temps de le mentionner. Ce sera une autre fois, une autre chronique. Une autre fois. Là-dessus. Magali, tu ne vas pas rester avec nous pour le reste de l'émission, donc je te remercie tout de suite d'avoir été là. Merci Magali. Merci à vous. Et Valérie, on va aller en musique? Oui, on s'en va en musique avec Juste Robert et la chanson Cœur de plume. Petite journée pluvieuse. Arrache-moi ce trou que j'ai, ce cœur de plume du rubus mazouté, ce trou à feu d'où rien ne fut. Disperser mes sangs au bout du quai, je resterai à respirer les fleurs aux arbres. Tu diras à tous tes amants que je t'aimais, que tu m'aimais. Ce sera comme au premier jour, jour d'avant, avant arrache-moi ce bout de toi, ce trou que j'ai. Arrache-moi ce bout de toi, ce cœur de plume sur l'oreiller. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro et nous allons poursuivre tout de suite avec David qui nous parle d'un méchant de l'histoire du Québec, Adrien Arcan. C'est exact. Je dirais du Canada aussi, vous allez bien comprendre plus tard. Je vais commencer par vous demander, est-ce que vous regardez les nouvelles? Ouais. Oui. Très bon, très bien, très bonne initiative. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a la résurgence du fascisme et de l'islamophobie ou justement de la xénophobie mondiale. Oui, effectivement. Eh bien, si vous avez raison, bravo, félicitations. Donc, on pourrait dire effectivement que la haine portée contre un groupe religieux ou culturel est de plus en plus présente aujourd'hui, visible, mais ça a toujours été le cas en fait. Même le Québec, malgré qu'il fasse partie du pays affichant comme le champion de l'accueil des réfugiés et de l'immigration internationale, alias le Canada, la province n'a pas toujours été à l'abri, en fait, de ce genre de haine dirigée contre un groupe. On a qu'à penser aux bons vieux chroniqueurs du Journal de Montréal,
du Soleil ou de d'autres journaux comme le Journal de Québec. On nommera pas de nom, mais Oui. J'aimerais bien pas y Oui, penser. j'imagine que vous avez fait votre idée au moment où j'ai spécifié le Journal de Et Montréal. on ne lit pas les commentaires. Non, effectivement, surtout pas les pseudo-journalistes dans les commentaires. Ou d'une panoplie de médias, en fait, qui créent des débats autour de l'immigration et tout ce qui n'est pas trop catholique, si vous voyez mon jeu de mots. Ce phénomène n'est pourtant pas nouveau. Et durant les années 30, il y a une quantité assez importante de trucs, en fait, qui sont publiés contre des communautés culturelles. Donc, dans cette optique, auriez-vous entendu parler du fasciste Führer canadien? Oui. Ah oui? Ben moi, j'en avais pas entendu parler juste à ce que je commence mon bac à l'université. Fait que ça en dit long, en fait, sur comment il est connu dans l'espace public. Je vais vous faire une brève description du monsieur. Donc, il est né en 1899 à Montréal et meurt en 1967 à Montréal également. Fils d'un militant syndicaliste associé au Parti travailliste et d'une directrice d'école, il va être journaliste durant les années 20, après avoir contracté la grippe espagnole en 1918. Pourquoi? C'est qu'il a lâché ses études, puis il avait besoin d'argent. Donc, il est devenu journaliste pour publier ses idées et se constituer une source de revenus. Mais quelles idées! Et c'est là-dessus que nous allons tendre. Je vais quand même spécifier qu'il publiait dans les journaux comme Le Chameau et Le Fasciste canadien. Oh. Donc, vous me voyez venir. Le Chameau. Oui, en fait, c'est ça, Le Chameau. C'est un journal, en fait, antisémite, un peu comme Le Fasciste canadien, mais qui paraissait un peu plus ludique à la lecture par son nom. Mais Le Fasciste canadien, vous vous doutez que Oui, c'est assez... Donc, effectivement, ses idées sont fascistes à fond, un peu comme Adolf Hitler à la même époque, il va partager les mêmes idéaux que lui, c'est-à-dire un antisémitisme très prononcé. Vous vous rappelez sûrement de vos cours d'histoire, 1929, la crise économique. Le Québec est en proie, en fait, à une dépression économique inégalée. Eh bien, on est à la recherche de coupables et le juif va être encore désigné comme le coupable de cette crise économique par des groupes comme celui d'Adrien Arcan. Et ça va en fait le mener à se lancer en politique. Parce que le journaliste, c'est bien, mais pour véhiculer ses idées, un véhicule politique est encore mieux. Donc, il va créer un parti qui s'appelle le Parti national social chrétien en 1934. Vous avez sûrement une idée de l'influence, en fait, que ce nom porte. Eh bien, c'était le but. En fait, puisque c'est un adorateur d'Hitler, c'est pas pour rien qu'il demande aux gens de se faire surnommer le Führer canadien. Oui, il demande, littéralement. C'est une demande. Ok, il se crée complètement un personnage basé sur Hitler. Il a entendu quelqu'un l'appeler comme ça à un moment donné, puis il a fait « Ah, c'est bon, j'aime ça. Ça va me donner encore plus de panache quand je vais parler devant mes auditeurs. » Donc, effectivement, ces idéaux politiques, en plus d'être axés sur l'antisémitisme, sont axés sur un impérialisme britannique et un fédéralisme canadien. C'est assez surprenant du fait qu'il est francophone, canadien-français et catholique. Et pour lui, pour véhiculer les idéaux politiques, ça prend un empire britannique fort et un Canada fort au sein d'un empire britannique fort. Donc l'anglais est en priorité et vous voyez... Oui, ça devait passer plus ou moins bien. Ouais, ben les gens ici étaient effectivement peu enclins parce que dans ces rassemblements, en fait, dans les années 30, ils demandaient aux gens de chanter God Save the King avec lui. Et puis ben la toune est en anglais. Puis les francophones à l'époque étaient pas trop bilingues dans la majorité, mais outre ça c'était un symbole en fait de domination anglaise sur eux. Oui. Donc c'était un peu le moindre mal, si on veut, de vouloir le suivre, puisque eux voulaient se trouver une nouvelle job, puis c'était lui, en fait, lui apportait les réponses aux questions, un peu comme Hitler en Allemagne à cette époque. Donc, pour lui, effectivement, on peut se relever du pays, de la crise économique grâce à un pays fort, même si c'est justement une situation terrible. Je vais quand même vous citer, parce que c'est quand même quelqu'un qui va utiliser les journaux pour propager ses idéaux politiques, et son parti va dire des choses comme ça. Et la politique hypocrite du gouvernement n'a servi vraiment qu'à une chose, n'a pas faire de distinction contre le juif, totalement inassimilable par sa race et fanatiquement antichrétien par sa religion. Fin de la citation. Fin de la citation. Donc, effectivement, c'était des journaux qui étaient associés à lui, qui avaient fondé, ou du moins qui étaient en charge. Il disait des choses comme ça en public. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit. On a tendance à dire que ça existait pas, ou du moins c'était caché, le fascisme ici, mais ça s'est passé au Monument National à Montréal, le 22 février 1934. Ah non, ça existait partout dans les pays occidentaux, dans tous les pays alliés, il y en avait. Peut-être qu'un jour, on va avoir un débat ici sur comment l'Occident, justement, il en parlait moins que dans les autres pays.
aussi, mais ça va être pour une autre chronique, j'imagine. Donc, du moins, son impérialisme et son anglophilie va lui permettre d'avoir des amis très connus, comme Oswald Mosley, qui était le chef des British Union of Fascists en Angleterre, Arnold Spencer Lees de l'Imperial Fascist League, et même Lord Sydenham of Combe, qui est un membre, en fait, fasciste du Parti conservateur britannique à Londres. OK, donc il est ami avec les partis fascistes des autres pays. Oui, il entretenait beaucoup de correspondance avec les autres fascistes des autres pays parce qu'il voulait faire une genre de ligue super fasciste là, à travers justement... Est-ce qu'il y avait des liens avec des Allemands? Justement, il y aurait des rumeurs où il aurait entretenu une correspondance avec le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, qui est Ribbentrop. Mais ça, c'est des rumeurs. Les historiens qui ont travaillé dessus pouvaient pas le prouver. Mais c'est encore des oui-dire, comme le Führer canadien, il aime ça se faire appeler de même. Il répand des rumeurs. Il aurait aimé ça avoir... absolument, j'en doute pas. Prendre un thé avec, ça aurait été sûrement son hit de sa vie. Donc, il est très bien connecté, puis justement, on n'entend pas parler de lui à l'école, je trouve ça bien plate. J'aurais bien aimé l'entendre parler avant. Puis... En plus, il fait un bon méchant, parce que c'est sûr que... Ouais, entendre parler de fascisme puis d'antisémitisme en québécois, là, ça doit être assez phénoménal. Ouais. Donc, sa situation va virer sur un dixaine en 1940, quand il va être arrêté pour avoir comploté pour le renversement de l'État canadien. Il va être interné dans un camp toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, mais cela ne l'empêchera pas d'avoir des admirateurs et un groupe qui le supporte en prison. Faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est arrêté pour s'il y avait de près ou de loin des liens avec l'Allemagne. Ah, tout à fait. Puis lui, il se cachait pas. Hein. Il y avait des journaux qui publiaient ses idées, puis il faisait des rassemblements politiques pour faire valoir ses points. Donc, ça faisait une cible facile, d'où son arrestation. Et il va être libéré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Donc, il va retourner voir sa femme et ses enfants. Donc, oui, il avait une famille tout ce temps-là. C'était pas juste un gars tout seul. Je veux dire, c'est un homme de famille catholique, donc c'est important, l'institution familiale, avoir des enfants, etc. Il va retourner dans l'Anoret, dans l'Anaudière, et il va y vivre le restant de sa vie. Donc, si vous pensiez, en fait, qu'il allait vivre paisiblement en regardant son passé défiler avec une certaine nostalgie, détrompez-vous. Parce qu'il va continuer à se lancer en politique, même après la Deuxième Guerre mondiale. Il abandonne pas, là. Non, le gars, il abandonne pas. Il est vraiment motivé. Pour lui, le Juif il est trop méchant, trop vil trop présent pour le laisser aller sans forme d'opposition quelconque. Donc, il va participer à 2 autres élections fédérales, soit en 1949 et en 1953. Il va finir 2e dans les 2 élections. Toujours avec le même genre de discours, pas plus tempéré. Non, ça va être un peu plus mettons, canadien pro valeurs québécoises, c'est-à-dire la religion catholique et la langue française, parce qu'il voit que en fait le modernisme est en train de tuer la famille et les traditions canadiennes françaises. Ah oui, ça on entend souvent, c'est à beaucoup d'époques. Oui, effectivement. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, là, ça va mieux finalement, plus de guerre, mais lui, il est encore dans son état d'esprit. Mais il est plus en fait au sein du parti qu'il a créé, le PNSC. Là, il fait partie du PUNC, qui est en fait le Parti de l'Unité nationale du Canada, qui est l'union de tous les partis fascistes du Canada en 1938. Adrien Arcand avait été élu comme chef, mais comme il avait été arrêté, c'est comme une période morte, jusqu'en 1945, il refait surface après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est lui qui va être le chef de ce parti. Ah oui, d'accord. Mais là, partout au Canada. Ouais, ni plus ni moins. Il va y avoir des cellules un peu partout, mais c'est lui comme l'icône, le chef du Führer. Le Führer canadien, c'est ça, exactement. Il va finir 2e quand même dans chacune des élections, c'est pas rien. C'est pas quand même. C'est pas tu regardes aux nouvelles des fois, tu vois le parti que tu veux vraiment pas qui se fasse élire, qui est en 2e place. C'est en France que c'est arrivé. Ouais, c'est ça, exactement, un peu comme Marine Le Pen, on pourrait dire que c'est un peu similaire à ça. Donc, il va poursuivre, évidemment, il va perdre tout le temps, puis il va jamais faire son grand rêve d'un Canada uni contre le Juif et contre tout ce qui est pas catholique, en fait, là. Il va obtenir un dernier rassemblement en 1965 à l'Arena Paul Sauvé, puis quand même 800 personnes vont être là pour montrer leur support et leur amour au Führer canadien. Ça va être sa dernière apparition publique, puis il va mourir en 1967. Mais ça ne lui a pas empêché, parfait. Ça l'a pas empêché de continuer, en fait. Camille me regarde, puis mon Dieu, il y en a non mais fait des affaires, lui. Parce que même si le fascisme a perdu la Deuxième Guerre mondiale, les idées n'arrêtent pas, en fait. Il y a une certaine reconstruction des idéaux fascistes et nazis qui va opérer après 1945.
ce qu'on va appeler les néo-nazis. Et il va y avoir un grand mouvement négationniste de l'Holocauste qui va émerger, qui a tendance à diminuer son importance ou même dire que ça n'a pas existé. C'est comme le président du Brésil qui a dit qu'on pourrait ne pas... Exactement. On pourrait pardonner la Shoah. Oui, exactement. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais tu sais, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu plus touché de dire ce genre de choses-là. Mais Adrien Arcand, il va le faire, lui. Il va le faire, il va dire que ça s'est pas passé, ou que ça a été mal interprété, ou que c'est encore le juif qui utilise ça pour se valoriser puis se victimiser. Donc, il va devenir même une plus grande influence dans le milieu négationniste. Je savais pas c'était qui, mais Ernest Jundel, qui est un des principaux négationnistes canadiens, va afficher avoir nul autre qu'Adrien Arcand comme mentor intellectuel et idéologique pour proliférer et construire sa pensée sur l'absence de génocide, ou du moins, dire que la Shoah, c'est pas si pire que ça, finalement. Donc, va devenir un porte-étendard des néo-fascistes. Valérie fait une phase de... oui, ni plus ni moins. Ouais, ça passe pas. Ouais, on parle de bonhomme bien intéressant aujourd'hui. Donc, ça a été... ce que je veux surtout mentionner avant de terminer, c'est l'aspect catholique du truc. Parce que les fascistes, ou du moins les nazis, ils remettaient souvent en question l'ordre établi préalable, c'est-à-dire que la religion puis l'institution religieuse. Arcand ne va jamais la remettre en question. En fait, pour lui, la religion, c'est quelque chose de très important. C'est le pilier même qui détermine ses idéaux antisémites. Puisque, la religion critique amèrement, dans les écrits, vont dire que le juif est inassimilable. C'est comme le faux chrétien initial. Comme ça revient celui un peu. qui n'a pas cru à Jésus. C'est ça, qui n'a pas cru à Jésus. Donc, ça vient un peu le chercher profondément, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix s'il voulait se faire un peu écouter d'être au moins catholique, parce que c'était très catholique encore dans les années 30. Bien vu, bien Mais le vu. Führer, en Allemagne, voulait plus remplacer l'Église comme figure d'autorité, mais garder les mêmes rôles traditionnels aussi à l'intérieur de la société. Là. Exactement. C'est très bien vu dans les deux cas. En fait, il aurait bien aimé, il aurait bien aimé être à sa place, j'ai bien l'impression. Je pense qu'il aurait bien aimé être en Allemagne à cette époque-là, à la place, je dirais même. Ouais. Mais, moi, j'ai une question pour toi, David. Le parti unitaire fasciste... L'Unité nationale du Canada, oui. Oui, après 67, est-ce que c'est mort comme Adrien Non. Non, il existe encore aujourd'hui. En 2012, ils ont changé de nom de Parti de l'Unité nationale du Canada au Parti de l'Unité nationale. Point. OK. Mais ça... Puis le directeur général des élections leur a donné le droit de changer de nom. Fait que ça témoigne que le parti existait encore jusqu'à très récemment. Je pourrais pas dire en 2019, mais 2012 passé. Vérifiez ça sur vos bulletins de vote, la gang. Parce que, tu sais, si c'est le cas, je sais pas si c'est dans toutes les circonscriptions au Québec, mais c'est en Alberta, de ce que j'ai pu voir, c'était dans les prairies, c'était beaucoup plus populaire comme mouvement. Ouais. C'est plus une croix gammée comme celui d'Adrien Arcand, c'est rendu un castor, là. Puis, en tout cas. Puis, c'est ça, la lutte contre le communisme, je vais finir là-dessus pour vrai, là. La lutte contre le communisme dans les années 30 va faire en sorte qu'Adrien Arcand va pouvoir proliférer son fascisme, un peu comme dans tous les États hautement catholiques de l'époque, qui vont appuyer plus le fascisme qui défend l'institution de l'Église versus le communiste qui veut abattre la religion, ou du moins la remplacer, comme t'as dit, comme figure dominante. Donc c'était un moindre mal, le fascisme, exactement. Par rapport aux gros méchants communistes. Exactement. La peur rouge va faire toutes sortes d'affaires, comme autoriser ou du moins tolérer des gens comme Adrien Arcand, dire comme les Juifs, c'est abominable, c'est la place publique. Et justement, c'est même le Monseigneur Villeneuve de Québec qui va dire que c'est pire le communisme que le fascisme. Donc Adrien Arcand va pouvoir faire des speeches. Lui, au moins, il était catholique. Ouais, c'est ça, il était catholique, il était francophone, tout allait bien. Il y avait une famille, 3 enfants, puis il y avait Seulement 3. Seulement 3, écoute, c'est tough être le Führer canadien. Là. Oui. Ça en prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je vais conclure par mentionner un livre qui parle justement d'Adrien Arcand, qui s'appelle Adrien Arcand, Führer canadien, écrit par Jean-François Nadeau en 2009. En fait, c'est une étude de 400 pages environ qui relate la vie au complet d'Adrien Arcand jusqu'à sa mort. Et c'est vraiment hallucinant les trucs qu'il a fait, là. Et très important de se rappeler de ça aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de groupes néo-nazis qui arrivent. Qui refont surface. Refont surface dans nos réseaux sociaux, mais aussi dans l'actualité.
Tout à fait. C'est très important. Merci, David. Très intéressant. Merci beaucoup. Valérie, on va aller en musique. Oui, on va s'appliquer un petit baume sur l'âme avec l'artiste Miel de Montagne et la chanson Pourquoi pas. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Et pour terminer notre émission, Camille nous introduit l'histoire andine via une femme badass. Hashtag femme badass. En fait. Effectivement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Micaela Bastidas Puyukawa, qui est un personnage très important dans l'histoire de l'indépendance du Pérou, surtout en ce qui concerne la révolte face à l'Empire espagnol. Vous allez comprendre à la fin de la chronique son importance tant dans l'histoire des femmes que dans le processus de décolonisation. Pour vous mettre en contexte, elle est devenue une figure mythique lors de la Grande Rébellion de 1780 menée par son mari Tupac Amaru II. Il ne faut pas le comparer avec un rappeur. Pas le chanteur. Parfait. Il y a sûrement une influence quelque part, mais c'est pas la même personne. Donc on parle de la dernière grande rébellion Inca par le fait que Tupac Amaru II, son nom de naissance José Gabriel Condor Caqui, désolé pour mon accent espagnol, un cacique. Un cacique, c'est un titre que l'on obtient lorsqu'on est le chef héréditaire d'un territoire autochtone. Donc Tupac Amaru II, en étant le dernier descendant de Tupac Amaru Ier, qui était le dernier roi de la dynastie Inca et le chef révolutionnaire d'une autre rébellion contre la couronne espagnole pendant la période de colonisation. Donc, vers la conquête, là. Oui, on exactement. 16e, début 17e. Donc, avec ce lien de parenté-là, ça lui a donné ce titre.
Donc, il est devenu un chef de territoire de plusieurs régions du Pérou, dont la région de Cusco, qui est l'ancienne grande capitale inca. Mais Tupac Amaru II est contre l'exploitation espagnole des peuples autochtones. Quand on parle d'exploitation, on parle par exemple de la mita. La mita est un système de travail obligatoire rotatif pour tous les hommes de 15 à 50 ans. Donc, à l'époque, 50 ans, c'est quand même vieux. Ils survivaient jusque-là. Oui, donc... ceux qui survivaient. Exactement. Qui servaient à maintenir dans l'administration coloniale une main-d'œuvre bon marché et permanente. Donc, ça ressemble un peu à du servage. C'est proche de l'esclavage. Esclavage, il y a exactement. un salaire, mais c'est plus symbolique. Oui. Puis t'es obligé d'y aller. Exactement. Donc, travailler. c'était présent dans toutes les catégories de production, exploitation, etc., en particulier dans les catégories minières, donc la célèbre mine de Potosí en Bolivie actuelle, dont l'extraction d'argent et de l'or rapportait énormément à la couronne espagnole. Puis on parle aussi des conditions de travail assez horribles. Assez horrible, à 50 ans, imaginez-vous. Donc, on parle aussi de répartition de marchandises, de corvées de travail dans les mines. Donc, cette révolte est l'une des plus importantes dans les colonies d'Amérique latine, car elle correspond aux derniers espoirs des Autochtones des Andes pour améliorer leurs conditions actuelles. Elle est la réaction directe de la détérioration du système de la República de Indios et au passé colonialiste. Mais surtout, elle est en lien avec l'établissement des lois Bourbonnes. Donc, à cette époque, en Espagne, c'était les Bourbons qui étaient au pouvoir. Ce qui correspond au processus de réforme de l'État qui vise à centrer le pouvoir économique, politique, militaire, social et culturel dans les mains de Madrid, donc la métropole, afin de limiter le pouvoir des créoles. Les créoles, c'est des Européens qui sont nés dans la colonie. Ça avait pour but de rendre l'administration coloniale plus efficace, en plus d'augmenter ses recettes fiscales par l'augmentation de l'impôt. Donc, tout ce qui était le marchandisage, ça devait être taxé, un peu comme la Révolution aux États-Unis, le même problème en fait. Mais aussi essayer d'imposer les produits autochtones qui étaient jusqu'alors exemptés de taxation. Donc, étant donné qu'ils fabriquaient un peu, qu'ils vendaient leurs propres produits, exactement, ils n'étaient pas taxés. Donc, on a ici une crise qui est provoquée par un modèle hégémonique de l'Empire espagnol produit par des nouvelles lois qui vont affecter les accords économiques entre les Espagnols et les Andins, ainsi que leur rapport des Autochtones envers leur territoire. Donc, il va y avoir une nouvelle séparation du territoire qui va se faire au Pérou. C'est donc de ce contexte que Tupac Amaru II va se révolter en assassinant en 1780 le corregidor, qui veut dire administrateur provincial de Antonio Arriaga. Oui. Pour cause de cruauté. Donc, il faisait comme... C'était le chef, là, dans le fond, Exactement. de toute la région. Donc, les administrateurs ne se gênaient pas pour fouetter, passer à travers toutes sortes de manœuvres pour maltraiter les populations. Ce qui va causer une rébellion générale andine. On parle ici du territoire par rapport aujourd'hui du Pérou actuel, centré autour de Cusco. Cusco, c'est où? C'est là où il y a le Machu Picchu. Maintenant, tout le monde sait c'est. Ouais, Voilà. Puis jusqu'en Bolivie, donc avec le lac Titicaca. Donc, tout ce territoire-là va se rebeller contre l'Espagne. Il faut savoir qu'à l'époque, la région sud-américaine était divisée en plusieurs régions administratives qui s'intitulent Audiencia. Hacienda. Non, il y a un D. Audiencias. Audiencias. Par exemple, Lima, Quito, qui étaient des capitales, et donc les régions administratives étaient coupées autour. Et Micaela Bastida, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, laissez-moi vous dire que malgré sa présence dans toutes les sources, et même dans les monographies au sujet de cette rébellion, elle n'a pas la place qu'elle méritait. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En effet, on sait peu de choses sur son histoire personnelle, d'abord parce qu'elle est une femme de plusieurs origines. Donc, elle est autochtone par sa mère, Josefa Puyukawa, mais aussi par son père, dont le nom Bastidas est d'origine espagnole, mais dont les ancêtres seraient probablement d'origine africaine, donc issus de l'esclavage. Ils traitent des Noirs, en fait. Mais mes recherches ont démontré une certaine ambiguïté, tant par le fait que les certificats de naissance sont peu exhaustifs sur le sujet de son père. Donc, on ne sait pas trop si c'est son père... Ben, c'est une enfant illégitime, Voilà. là, fait que c'est un petit peu flou dans les sources. Ouais. Exactement. Mais on considère en effet comme une autochtone et africaine. Donc, on la réfère dans les sources en termes qu'utilisaient ses ennemis de Zamba, qui signifie une mixité de races, avec spécifiquement des descendants africains.
Donc, c'est pour ça que je peux pas vraiment... Zamba, j'imagine, c'est pas un terme très gentil. Non, effectivement. Donc, je veux pas affirmer quoi que ce soit quant à son origine africaine, mais on le sait qu'il pourrait y en avoir, mais on sait pas de où. Mais elle est perçue comme telle, Voilà, par exemple. exactement. On parle aussi d'une femme venant de caste mixte. Il faut savoir aussi que la hiérarchie dans la colonie espagnole est très importante, avec en premier, bien entendu, les nobles espagnols ainsi que les descendants. Donc, ça, c'est caste socio-économique. Et donc, la construction sociale des catégories ethniques se fait par rapport au métissage de la population dans les Amériques espagnoles coloniales avec des 3 ethnies présentes. Donc, les Espagnols, les Autochtones et les Africains. Ce qui en fait une représentation sociale des groupes selon leur degré de métissage. Donc, les métis, les mulâtres. Puis il y a même une Les différence Blancs, entre les Blancs, parce qu'il y a les Blancs nés en Exactement. Espagne, puis les Blancs nés sur le territoire américain qui n'ont pas les mêmes droits. Puis après, bon, t'as les Métis qui sont Blancs et Autochtones, les Autochtones, ensuite les Autochtones avec les Noirs qui s'appellent les Mestizos, Exactement. puis il y a les Mulâtres, Blancs et Noirs, puis là, il y a toute une Il y a de hiérarchie quoi se perdre, là-dedans, dans et tout ça. des droits différents. Et en selon fait, ce que on t'es. utilisait comme plus 3 castes vraiment comme plus simplistes, là, mais comme effectivement, dans les lois, il existait plusieurs, mais dont le premier était l'espagnol venant d'Espagne. Ouais, le Donc, blanc. Le blanc, ensuite blanc, le créole, ensuite on va jusqu'en descendant jusqu'à l'esclave noir qui est sans droit. Donc tout ça, ça joue dans la stratification sociale et aussi par rapport à leur statut socio-économique. Micaela, étant donné qu'elle est d'origine autochtone et noire, mais son père étant un prêtre, ça a comme Il est légitime, hein, c'est ça. elle est légitime, mais Un peu, oui. étant donné qu'il était prêtre, ça a comme élevé son rang dans la société et elle a pu se marier avec Tupac Amaru qui était Cacique. cacique. Exactement. Donc, étant donné que son rapport dans la rébellion, on la considère de plus en plus dans la littérature comme un personnage pionnier de la Révolution, et cela ne fait que quelques années qu'on lui redonne la part qu'elle mérite. En effet, bien qu'elle ait été le bras droit de son mari, les sources, notamment ses correspondances avec celui-ci, nous montrent qu'elle était partout, dont l'organisation militaire, la planification financière et la propagande. Elle était un leader dans la cause pour la situation des Autochtones notamment. Au début de la révolte, suite à l'exécution de l'administrateur, elle a utilisé ses connexions familiales, dont son père avec l'Église, et politiques pour chercher du support financier en parlant avec les fermiers, les églises de la région et pendant que Tupac prenait le contrôle des petites villes avec l'armée. Donc, Elle a fait tout le travail politique en background. exactement. Le travail plus administratif, alors que lui faisait le travail armé. Effectivement. Donc, c'est pour ça aussi que on lui donne moins son espèce de rapport guerrier, mais quand même. Donc, exemple, pour forcer le clergé à les laisser utiliser l'Église comme base rebelle, pour la charité et leur participation, elle leur écrivait, puis elle les forçait un peu à se mettre de leur côté. Exactement. Elle écrivait aussi, par exemple, des lettres aux autres caciques pour les laisser savoir de la progression de son mari, afin de les avoir pour la cause. Elle exagérait les traits afin de faire de la propagande et de dire que la lutte est pour le moment une réussite et qu'il n'y aura plus de taxes excessives qui va être perçue. Donc, elle jouait un gros rapport de propagande pour... Faisait des promesses de politicienne. Exactement. À peu près. C'est elle aussi qui va établir les lignes de communication à travers les différentes régions ainsi que les renforts matériels grâce à un système de muletiers. C'est quoi un muletier? C'est des gens qui vont utiliser des animaux pour faire le transport à travers les montagnes. Dans les mules. Ah. Peut-être les alpacas aussi. Ouais. D'accord. C'est un système de transport qui est très dur pour le temps et qui permet le transport des munitions. Étant donné que c'est plus petit, ça peut rentrer dans une pochette. Voilà. Si plusieurs femmes ont aussi participé à la révolte, et dont le cas de cette leader de cette ampleur et qui a été tuée pendant un temps malgré les sources abondantes sur son rôle, nous démontre plusieurs choses. Premièrement, que l'histoire est souvent écrite pour le masculin. Il existe ainsi une importante littérature à propos de son mari. Et celle-ci ne s'attarde pas seulement sur les détails physiques, mais plutôt sur son charisme et son intelligence, son rôle en tant que leader politique à la défense des exploités. Alors que les écrits des historiens parlent du physique de Micaela comme si cela avait joué un rôle clé dans sa vie et que cela avait affecté sa carrière, on parle plus de mystification de la beauté péruvienne pour créer une sorte d'image d'elle. Et moi, je pense que c'est très probablement dû à de l'exotisme de la part des historiens. Qui, eux, sont certainement blancs. Oui. Si vous allez sur la...
Oui, masculin surtout. Si vous allez sur la page de Wikipédia, on parle d'elle comme d'une protagoniste importante, mais aussi de son allure physique, de ses traits, comme si son physique avait autant d'importance que sa contribution historique à la lutte. J'ai même lu dans certaines sources qu'on parlait d'elle d'une beauté sensuelle. Allez savoir à l'époque qu'est-ce qui était beau ou pas, mais... Oui, puis les représentations qu'on a vues, on n'a pas les dates, là, mais c'est ça. C'est une très belle femme, mais est-ce que c'est vraiment une représentation réaliste? On ne le sait pas. On ne sait pas vraiment. Donc, Micaela Batista comprend mieux qu'il compte la situation des Autochtones et surtout des groupes marginalisés. Elle est une femme issue du groupe ethnique divers, sachant que les femmes à son époque et aujourd'hui encore, bien entendu, sont liées au travail domestique, donc de s'occuper de la ferme, d'aller au marché préparer la nourriture. D'autant plus que les hommes étaient appelés au travail de la mine. Les plus grandes responsabilités reposaient sur les épaules des femmes. Elles sont donc les premières à être affectées par les conditions exécrables dans lesquelles sont maintenues les populations locales à cause de l'exploitation de la région par l'Empire. Donc la grille d'analyse de l'histoire des femmes et du colonialisme nous permet de mieux comprendre l'implication de cette grande figure qui deviendra mythique et une héroïne dans la lutte contre le pouvoir impérial et même aujourd'hui. Mais pour autant, l'historiographie met du temps à lui donner la place qu'elle mérite. Il fut difficile pour moi de trouver des sources pour comprendre son engagement et ses visions politiques. Je sais qu'elle est morte en martyre exécutée en public sur la Plaza de Armas à Cusco en 1781. Mais quand on cherche des histoires sur elle, lors de la rébellion, c'est toujours lié à son mari alors qu'on sait qu'elle est presque autant, sinon plus importante que lui. Je sais par ailleurs qu'il lui accordait une grande importance à ses avis militaires et que dans ses écrits, elle lui a fait part à plusieurs reprises de ses mécontentements face à certains de ses gestes militaires. Parce que les sources qu'on a sur elle, c'est des correspondances entre les deux. Exactement. On parle aussi peu des femmes qui ont participé lors de la rébellion, mais certains exemples démontrent leur implication directe lors des révoltes, comme dans le support logistique, l'apport de munitions et le combat sur le terrain. Sachant que les femmes sont les premières victimes de l'exploitation de l'Empire espagnol, qu'elles se sont révoltées justement à cause de ces conditions dans lesquelles elles vivaient, alors qu'il serait peut-être normal aujourd'hui de leur rendre justice aussi dans les livres d'histoire. Oui, Wow. on a hâte. Bien Wow. joué. Merci Camille pour cette très excellente et intéressante première Je vous en chronique. prie. Je crois que tu vas revenir à l'émission dans quelques semaines Oui. pour nous parler d'une autre révolutionnaire. Une autre révolutionnaire péruvienne, encore une fois. Encore une fois. Ouh. Donc, merci David aussi d'avoir été là, Valérie, Sabrina. Merci. Et cette semaine, je crois, restez à l'affût. Nous allons sûrement sortir les épisodes du spécial colloque, donc tous les panels du colloque Jean-Marie Fecteau qui a eu lieu il y a un mois environ. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter, partagez notre émission. Écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca ou en balado. Bonne soirée! Bye! Au revoir.